Effectivement, il y a une cohérence et une logique entre nos trois interventions. Je voulais moi aussi remercier particulièrement Alessia et Paul Loup d'avoir invité l'Institut Renaudot à participer à cette table ronde pour pouvoir évoquer, et ça n'est pas si courant, aborder sous l'angle de la démarche communautaire les questions qui nous intéressent aujourd'hui, donc avec un sujet doublement sensible. D'une part, comme vous l'avez posé au point de départ, la question d'éduquer à ou d'éduquer pour la santé. En consultant d'ailleurs plusieurs sites sur promotion de la santé, prévention, etc., on constate que ces deux mots, à la santé et pour la santé, sont allègrement confondus, et notamment, particulièrement, lorsqu'il s'agit des programmes de l'éducation nationale. Et ce n'est pas très surprenant, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais d'autre part aussi, celle des addictions, donc la relation entre l'éducation à ou pour la santé et les addictions qui, pour le moins, et vous venez de le développer, donc je ne vais pas insister, qu'on puisse dire qu'elle est loin d'être consensuelle entre professionnels, politiques et usagers. Et quand je parle d'usagers, à l'Institut Renaudot, on parle de HUC, habitants pour le H, usagers pour le U et C pour citoyen, chacun dans sa posture évidemment différente. Mais là, lorsque je parle d'usager, je parle doublement d'usager. D'usager d'un produit, d'usager d'une structure, d'un service public, d'un service de santé, etc. Alors, pour reprendre la question qui a été posée à cette table ronde, évidemment que le « à la santé » n'a pas le même sens que « pour la santé ». On peut considérer d'ailleurs que la définition de l'OMS, je crois que c'était en 1983, répond positivement à la question. Et je cite, « L'éducation pour la santé est définie comme tout ensemble d'activités, d'information et d'éducation qui incitent les gens à vouloir être en bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils peuvent individuellement et collectivement, et je souligne le « et » de collectivement, pour conserver la santé et à recourir à une aide en cas de besoin. » On y voit même une timide référence à la démarche communautaire, au sens où l'Institut Renaudot le définit, puisque l'OMS précise, dans le manuel d'éducation pour la santé dans l'optique des soins de santé primaire, en 1990, ça fait pile 30 ans, l'éducation pour la santé ne remplit pleinement sa fonction que si elle encourage les gens à participer et à choisir eux-mêmes. C'est donc, on pose déjà, il y a 30 ans, cette question de choix. Ainsi, ce n'est pas faire de l'éducation pour la santé que de dire simplement d'adopter un comportement favorable à la santé. Nous voici un peu rassurés. Mais pour autant, c'était il y a 30 ans. Et ce n'est pas un scoop si je dis qu'en France, on en est la plupart du temps loin, très loin de cette approche et de cette définition. Et je reviens sur ce que je disais préalablement à propos de l'éducation nationale, qui confond le plus souvent « à » et « pour ». De mon expérience, si je suis coprésidente de l'Institut Renaudot, je n'ai pas que cette fonction, je n'ai pas eu que cette fonction. J'ai été longtemps directrice d'une association de prévention et de promotion de la santé, j'en suis aujourd'hui présidente, qui entre autres gère un point accueil écoute jeunes et qui a une consultation jeunes consommateurs. Et donc de cette expérience et des interventions de l'équipe en milieu scolaire sur les conduites à risque notamment, mais aussi de ce que je peux en lire sur un certain nombre de projets d'action, de programmes. Conceptuellement, on est toujours dans l'éducation à la santé, c'est-à-dire d'une approche de sachant qui va apprendre à l'autre ce qu'il doit savoir pour changer de comportement. Le terme même « changer de comportement », c'était quand j'ai fait mes études d'infirmière il y a fort longtemps maintenant, mais qui est toujours malheureusement utilisé et qu'on voit apparaître dans les objectifs opérationnels d'un certain nombre d'actions de prévention et de promotion de la santé. Dans une approche descendante, donc, qui ne convoque jamais le savoir de l'autre. Des adolescents, en l'occurrence, leur savoir expérientiel, bien sûr que des ados ont des savoirs, ils ont des savoirs aujourd'hui que nous, on n'avait pas quand nous-mêmes étions adolescents, de leur ressenti,
individuelle, mais aussi de la ressentie de comment ils font groupe. Une approche qui n'envisage pas de faire appel et de développer les compétences de ces adolescents, de leur empowerment individuel et collectif. Un exemple pour illustrer ces propos, il y a quelque temps, une principale de collège a fait pression sur le maire d'une commune qui subventionnait l'association pour à la fois la permanence d'un psychologue, une permanence d'écoute dans l'établissement, mais aussi pour des actions collectives que nous menions. Et son intervention pour supprimer cette subvention s'est appuyée sur le prétexte que nous n'apprenions rien aux élèves. Elle a voulu participer à une séance dans une classe. Nous n'apprenions rien aux élèves. Elle entendait par là que nous n'avions pas expliqué que le tabac entraîne le cancer du poumon. Nous n'étions pas venus avec des beaux panneaux qui montrent les poumons bien encrassés. Nous n'avions pas appris aux élèves que l'alcool avait pour conséquence le cancer du foie et puis toutes les conséquences sociales désastreuses que l'on connaît, etc. Nous avions effectivement juste tenté de travailler avec les jeunes sur leur relation au produit, la relation au groupe, pourquoi dire oui, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire non, surtout et comment, et auprès de qui pouvoir en parler, demander de l'aide, et pas seulement auprès des adultes, soient-ils professionnels, mais aussi d'essayer de développer avec les jeunes, et il y a des expériences tout à fait intéressantes d'implication par les pairs qui montrent que cette dynamique peut être tout à fait intéressante. Mais au-delà des questions liées aux addictions et de cet exemple, on ne peut que constater qu'il reste difficile en France de changer de paradigme, non seulement de cette démarche descendante, mais aussi, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, de la seule responsabilisation, pour ne pas dire culpabilisation individuelle. Et je trouve que, pas seulement moi, mais nous sommes nombreux à trouver aujourd'hui que dans les politiques publiques de santé, cette question de la responsabilité individuelle, dès lors qu'on traite des maladies chroniques, par exemple, est de plus en plus prégnante. On retrouve bien cette conception, je dirais même idéologique, dans les programmes de prévention des maladies chroniques. Il est bon de marcher 10 000 pas par jour, à marcher, EZ, 10 000 pas par jour, sinon quoi ? Sinon, on est puni. Comment peut-on être puni ? Par exemple, en supprimant le remboursement des antiglycémiants, parce que si je ne marche pas assez, ma glycémie ne va pas baisser, etc. Encore que depuis quelques semaines, je trouve qu'on est nombreux à avoir réalisé nos 10 000 pas par jour, soit en manifestant et en allant à pied à des endroits où d'habitude on va en transport en commun. Donc peut-être que ce mouvement est favorable à la santé, je ne sais pas. Peut-être que dans quelques temps on l'analysera comme ça. Mais Jean-Pierre, vous aviez magnifiquement illustré dans votre intervention en ouverture du congrès de la Fédération Addiction, non c'est pas l'année dernière parce que c'était en 2018, à propos de l'humain augmenté, notamment à partir de l'exemple que vous avez pris de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais du truc sur la voiture qui ferait qu'on ne pourrait pas démarrer avec un taux d'alcoolémie. Et j'ai trouvé que votre démonstration, justement, était fort intéressante de ce point de vue. Mais ce faisant, bien sûr, on fait abstraction des déterminants sociaux, économiques, culturels qui font qu'on peut être concerné par une maladie chronique. On peut avoir, à un moment donné, basculé dans le non-contrôle de produits, quels qu'ils soient, de l'alcool, du tabac, etc. Évidemment que la question de la seule responsabilité individuelle ne peut pas être seulement posée. Mais on est toujours aussi dans cette limite entre l'injonction, on sait l'injonction inefficace, vous avez parlé de prohibition tout à l'heure. Non seulement c'est inefficace, mais c'est dangereux pour tout ce qui a déjà été décrit, etc. Et ce qu'il faut partager des connaissances réciproques pour avancer. Et donc, ces questions sont bien sûr au cœur de la question éthique qui nous intéresse aujourd'hui. Et en cela, on est bien dans une approche communautaire. Pour nous, la communauté se définit comme un
ensemble de gens qui ont en commun une même problématique, un même intérêt. Mais elle porte aussi des valeurs, celles de la solidarité, du respect de l'autre, de considérer l'humain dans sa globalité. La question de l'approche communautaire n'est évidemment pas spécifique aux questions des addictions. Pourtant, une question spécifique revient souvent s'agissant de la place des usagers, et là des usagers de produits licites ou illicites, de ceux qui consomment ces produits psychoactifs. Peut-on leur faire confiance, par exemple ? Peuvent-ils jouer un rôle positif ? Ont-ils des compétences pour pouvoir agir individuellement sur leur propre vie, mais aussi collectivement, dans une approche partagée, par exemple un travail de pair ? Bien sûr, ces questions se posent. On ne peut pas avoir la naïveté de dire non, c'est pas. On sait bien que c'est compliqué. Et alors, est-ce qu'il n'y a que ça de compliqué dans une approche de santé publique et la manière dont on peut mettre en œuvre des politiques de santé publique ? Je voudrais revenir, de faire un saut en arrière d'il y a 30 ans environ, de ce qui a contribué à l'amorce de politiques de réduction des risques. Je voudrais partir de l'expérience à laquelle j'ai modestement participé à cette époque-là. Dans mon département, le Val-de-Marne, je travaillais auprès du président du Conseil général et j'étais chargée de proposer, c'était juste quelque temps après la décentralisation, de proposer une politique de santé et évidemment les questions du VIH, mais aussi des problématiques liées au VIH, mais pas seulement, de l'hépatite, etc., des jeunes morts par overdose, etc. Et donc, il s'agissait de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. La question était posée comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'étais en lien avec une ville, Champigny, notamment avec son directeur de la santé. Dans cette ville, il y a eu des jeunes morts par overdose. Une manifestation des mères, des femmes, des mères. Leur premier truc, c'était de dire il faut chasser les dealers. Mais en disant ça, elles posaient la question de protégeons nos enfants, protégeons nos jeunes. Les médecins, les professionnels du centre de santé étaient confrontés, évidemment, que les drogués, comme on les appelait, allaient plus facilement vers le centre de santé parce qu'il y avait moins de stigmatisation, etc. Mais donc, confrontés à tout ce que ça voulait dire de ces jeunes en situation souvent de santé extrêmement dégradée, même sans le VIH d'ailleurs, avec tout ce que ça voulait dire aussi du point de vue des risques de VIH et d'hépatite. Et puis les élus qui se faisaient interpeller dans les quartiers, il y avait une seringue qu'on avait vue traîner dans un bac à sable, etc., etc. Et donc, on n'utilisait pas ce terme à l'époque, mais quand même, la mobilisation de toute cette communauté, chacun pour des raisons diverses, a commencé à constituer une approche communautaire. Parce que, bien sûr, il y a eu le rôle joué par les usagers eux-mêmes, pas forcément directement, mais dans ce qu'ils ont appris aux médecins notamment, de ce que ça voulait dire, de comment ils se shootaient, pourquoi, effectivement, et cet engrenage, etc., mais aussi leur aspiration à la vie, la crainte de la mort, etc., etc. Et donc, à partir de là, qui a été convoqué pour essayer d'avancer sur ces problématiques-là ? Et on est bien dans ce que vous disiez, Alessia, dans la démarche communautaire, comment le local contribue à faire à la fois émerger des problématiques, mais aussi à structurer avec une communauté des pistes et des avancées possibles. Donc comment, à partir de là, il n'y a pas que Champigny, mais je pars de cet exemple, les premiers programmes d'échange de seringues ont vu le jour. Mais quand on a commencé à parler des programmes d'échange de seringues, ça a signifié qu'il fallait changer le regard porté. Et donc de droguer, on est des drogués délinquants par définition, puisque ce qu'ils faisaient, c'était illégal. On a eu une approche un petit peu plus compatissante de patients, voire de malades, et puis petit à petit quand même d'une approche qui reconnaissait leur citoyenneté. Mais les échanges de seringues, ça voulait dire qu'il fallait changer la loi, parce que ça veut dire que ces médecins et ces structures, ces villes responsables des centres de santé qui se sont engagés étaient dans l'illégalité.
Donc il fallait changer la loi. Donc il fallait aussi une dimension politique et citoyenne. Et il fallait aussi, et j'en reviens toujours à la question de éduquer, qui on éduque, pourquoi, avec qui, etc. Il fallait aussi que les habitants, citoyens, ces mères notamment, qui étaient particulièrement inquiètes à juste titre sur leur devenir de leurs jeunes, puissent mesurer la réalité, à la fois sans en rajouter du risque, mais à la fois en prenant en considération justement. Et ces femmes étaient en capacité de dire souvent, c'était quoi le moment dans la vie de leur gamin où elles avaient senti que ça commençait à basculer. Voilà. Et donc à partir de cet exemple, on peut définir ce que la communauté peut contribuer à construire d'une manière commune. Des professionnels qui connaissent les conséquences en termes de santé, oui, j'ai connaissances, j'ai ces compétences. Les institutions qui sont garantes des règles de société. Les usagers qui nous ont appris, par exemple, les premiers district cup, pour les inventer, il a fallu savoir comment, évidemment qu'ils ne s'y prenaient pas dans la salle d'attente du centre de santé. Donc il a fallu établir des relations de confiance, etc., pour comprendre comment ça se passait, pour pouvoir inventer avec eux ce dispositif de district cup qui permettait d'éviter les risques de contamination pour l'hépatite notamment. Mais aussi les citoyens qui sont concernés par les politiques publiques et les choix de société. Vous l'avez développé, je ne vais pas y revenir, mais quand même, dans ce pays, on voit bien qu'on n'avance pas sur ces questions-là. Et finalement, pour conclure sur cette approche, j'aurais envie aujourd'hui de répondre à la question que vous nous avez posée entre le « à la santé », éduquer à la santé ou éduquer pour la santé, en ajoutant un S avant éduquer pour la santé, s'éduquer pour la santé, s'éduquer mutuellement. Merci beaucoup et merci à tous les trois pour ces interventions très éclairantes.